Ce lundi 12 juin 2023, 4 Chinois et 2 Béninois ont comparu devant la criette. Ces Chinois en prison depuis le mercredi 29 juillet 2020 sont poursuivis pour 3 chefs d'accusation. Il s'agit des faits d'exploitation illégale de carrières de sable, fraude fiscale et blanchiment de capitaux. Quant aux 2 Béninois, l'un a été placé sous contrôle judiciaire et l'autre est poursuivi avec mandat de dépôt. Le dossier pour lequel ces Chinois ont été jugés revient de l'instruction. Les faits reprochés aux 4 Chinois ainsi qu'aux 2 Béninois portent sur l'exploitation illégale d'une carrière de sable au Bénin. Selon les faits, le promoteur de cette carrière de sable, qui est un Béninois, a obtenu en mars 2007 un permis d'exploitation pour une durée de 10 ans. En mars 2017, le permis d'exploitation délivré par le ministère béninois des Mines est arrivé à expiration. Le promoteur béninois a adressé une demande de renouvellement du permis d'exploitation au ministère des Mines, mais il n'a pas obtenu la réponse jusqu'en 2020. Pendant ce temps, il a continué à exploiter la carrière de sable en partenariat avec l'entreprise dans laquelle travaillaient ces 4 Chinois, rapporte l'envoyé spécial de Libre Express. Au cours de l'audience, le parquet spécial représenté par le premier substitut du procureur spécial de la Criette a fait ses réquisitions. Il a déclaré que le Béninois promoteur de la carrière de sable s'est rendu coupable de la violation de la loi numéro 2006-17 du 17 octobre 2006 portant code minier et fiscalité minière République du Bénin. Pour le Béninois président du comité national de suivi, le parquet souligne qu'il a abusé de ses fonctions. Pour les 4 Chinois, le parquet spécial de la Criette souligne que dans le cadre de leur partenariat, ils n'ont jamais versé l'impôt ni payé l'impôt sur les revenus à l'État béninois. Tout ce que ces Chinois gagnaient, ils renvoyaient tout en Chine, pas des circuits illicites, selon le procureur. En un mot, ces Chinois faisaient de la fraude fiscale, souligne le parquet. Le procureur a donc requis 3 ans de prison ferme contre le promoteur et le président du comité national. Il a néanmoins demandé à la Cour de condamner le président du comité à verser à l'État béninois plus de 67 millions de francs CFA. Quant aux 4 Chinois, le parquet a requis 10 ans de prison contre 2 et 5 ans de prison dont 3 ans ferme et 2 années assorties contre 2 autres Chinois. Certains avocats de la défense étant absents à l'audience, le juge président de la Cour a renvoyé l'audience au 3 juillet 2023. Dimanche 11 juin 2023, aux environs de 19h, des surveillants désignés pour la surveillance de l'examen du BEPC, session unique de juin 2023, au centre de composition du CEG Atomé de la commune d'Aplaroué, département du Koufo, sont tombés dans une embuscade des hors-la-loi. Selon des témoignages, ces enseignants sont tombés dans les mailles des hors-la-loi entre Rocky et Atomé dans la commune d'Aplaroué. Il s'agit de 2 professeurs. Ils ont été braqués par 2 individus armés qui ont réussi à les tenir dans un premier temps au respect. Après avoir maîtrisé les 2 enseignants, les braqueurs les ont dépossédés de leur portable et de l'argent qu'ils avaient sur eux. Ces hors-la-loi n'ont pas touché aux motos des 2 enseignants. Selon des sources concordantes, des bergers de troupeaux de bœufs fréquents dans la zone nord d'Aplaroué se livraient à cette activité de banditisme, source des sécurités dans cette région du Koufo. L'opération coup de poing de la police républicaine, pensée et mise en exécution par le commissariat de police de Lalo dans le département du Koufo, porte déjà des fruits remarquables et signale de meilleurs résultats. Cette opération qui vise à débarrasser la commune de Lalo et de ses environs de grands voleurs, des gangsters et des braqueurs de grands chemins a permis à la police d'intercéder et saisir chez un réseau de malfrats 14 tricycles auto qu'ils ont réussi à dérober il y a quelques mois auprès des populations. Ces engins ont été remis à leurs propriétaires hier vendredi 9 juin 2023 au détour d'une cérémonie officielle qui s'est déroulée dans l'enceinte du commissariat de Lalo, placée sous le commandement du commissaire Mac Akoté. Selon les informations du web média Le Potentiel, ces corbeaux ont été volés dans les départements de l'Atlantique, du littoral et du Zou. Après le vol, les engins ont été transportés à Clé-Camin dans la nuit où les numéros de châssis ont été falsifiés, les pièces changées et les motos mises en circulation. Selon la même source, ces hors-la-loi ont aussi créé 2 entreprises fictives.
Selon l'information relayée par Libre Express, dans un reportage diffusé jeudi 8 juin 2023 sur l'ORTB, la télévision nationale, l'armée béninoise a communiqué sur l'opération militaire Mirador en cours depuis 2022. Cette opération est menée dans les zones considérées comme zones rouges et qui sont frontalières au Burkina et au Niger. Selon l'armée, 3000 militaires ont été déployés dans ces zones où les groupes djihadistes tentent de s'implanter. Un homme dirige cette opération baptisée Mirador. C'est le colonel Faïzou Gomina. Dans le reportage diffusé par l'ORTB, le commandant de l'opération Mirador, Faïzou Gomina, souligne que les militaires béninois sont principalement déployés dans le nord-ouest, près de la frontière avec le Burkina Faso, et dans le nord-est frontalier avec le Niger. La menace terroriste, apprend l'officier, vient essentiellement de ces deux zones frontalières. Dans le cadre de cette opération Mirador, l'armée béninoise n'a pas lésiné sur les moyens logistiques et aériens pour assurer l'intégrité territoriale du pays. Des vecteurs aériens, dont des hélicoptères, ont été mobilisés pour lutter contre la menace terroriste. Des armes de guerre, des moyens logistiques, dont des blindés et des chars, sont également mobilisés. Des moyens de sécurité importants ont été aussi mobilisés dans les parcs animaliers de la Pendjari et du W, situés à cheval sur le Bénin, le Burkina et le Niger. Selon le commandant Jean Olou, l'un des commandants de l'opération Mirador, il y a 2 ans, les terroristes profitaient de ces parcs animaliers pour traverser impunément les 3 pays frontaliers qui partagent ces 2 parcs. Mais depuis que les militaires ont été déployés dans ces 2 réserves naturelles, les mouvements terroristes ont connu un frein. La première journée, ça s'est bien passé. J'ai composé de 8h à 10h. D'abord, j'ai composé la communication écrite. La communication écrite, c'était sujet au choix. J'ai choisi le deuxième sujet parce que ça m'était abordable. Et je sais que j'ai réussi. J'aurai au moins la moyenne. La lecture, j'ai aussi bien composé et j'espère une bonne moyenne. Pour la matinée, c'est fini. La soirée à 15h, c'était l'histoire géo. L'histoire géo comporte la dissertation et l'explication des tests. La dissertation, je ne m'étais pas bien rappelé, mais j'ai fait au moins mon effort. En explication des tests, ça je rafle, donc j'ai bien fait pour moi. Au moins j'aurai la moyenne. Ah oui, j'ai bien compris parce que les épreuves sont tellement difficiles qu'on ne pourrait même pas. Je n'ai pas compris. Et encore les Français qu'ils ont... ils ont donné là, c'est trop pour nous. Aujourd'hui, dans la matinée, on a fait communication écrite et lecture. Dans la soirée, on a fait l'histoire géo. En tout cas, tout s'est passé bien, très bien, mais j'ai travaillé par la grâce de Dieu. Au cours de la première journée s'est bien passée. Les épreuves étaient abordables. On a composé histoire et géographie ce soir, c'était bien passé. Et la matinée aussi, c'est bien, c'était bien. Le matin et le soir, bon, c'était pas quelque chose de difficile. Les épreuves sont pas faciles même, on va dire. Voilà le calvaire que vivent quotidiennement plusieurs citoyens de la ville de Porto Novo. De Djegangpevi, en allant à Ronsa, en passant par Ananvier, les voies sont impraticables. Ah, vraiment, c'est difficile d'emprunter la voie là parce que d'abord, il y a beaucoup de trous. Et d'abord, nos engins sont gâtés chaque jour. Et nous aussi, quand nous retournons à la maison, on se couche là, c'est difficilement on se réveille le matin. Il fut un temps où on ne passait plus. Quand il commence à pas pleuvoir, la voie est bloquée. Tous les gros camions qui viennent du Ghana, du Togo, pour aller vers le Nigeria, transitent par ici et tombent sur la voie d'Adjara, vers Adjati là-bas. Vous voyez un peu. Donc c'est tout ça là qui fait que même quand on remblait les gros camions, quand ils arrivent, c'est fini. C'est la seule voie que nous avons ici, raison pour laquelle nous souffrons énormément. De Ronsa à Golossou, à Nanvier et autres, c'est le calvaire. Même les déviations créées ça et là ne nous arrangent en rien. Ces voies inondées, mélangées à la boue et crevassées, donnent du fil à retordre aux riverains qui attendent en vain la réalisation du projet
asphaltage 2. On nous avait dit qu'il y a asphaltage 2 qui devait passer ici. Ils ont marqué des trucs sur les murs. On était contents. Mais dans la liste, on n'y figure pas. Nous voyons souvent des gens venir sur le terrain, mais jamais il n'y a eu de suite favorable. Les enfants tombent souvent, même dans les eaux boueuses. Au vu de toute cette situation, la municipalité de Porto-Novo n'est pas restée insensible aux cris de détresse de la population. Le budget d'exercice de cette année a déjà pris en compte l'aménagement de ces voies non revêtues. D'ici les semaines qui vont suivre, le projet asphaltage dans sa deuxième phase va démarrer. Donc, le reste des voies non revêtues, des voies en terre, nous nous préparons déjà pour nous mettre sur le reste de ces voies en terre là, pour les aménager et recharger avec des matériaux sélectionnés, avec de la latérite. Nous allons faire le rechargement, traiter les points critiques, faire le reprofilage pour que les paisibles populations puissent reprendre les voies sans problème. Au-delà de ces prévisions, les voies revêtues sont également classées. C'est prévu dans le budget que nous fassions également la correction des affaissements de pavés. C'est pareil pour des portions de voies bitumées qui sont vraiment dégradées. Donc les dispositions sont prises pour que tout cela soit corrigé. Le directeur des services techniques de la municipalité de Porto-Novo exhorte donc la population à la patience. Sous d'autres cieux, Aurélien Agbenonsi aurait démissionné de son poste de ministre des Affaires étrangères avant que son limogeage ne soit acté. Mais sous les tropiques par ici, tout montre qu'on s'y accroche jusqu'au bout. Sans faire le procès de l'homme, comment Aurélien Agbenonsi pouvait-il démissionner d'une équipe dont le chef a reconnu publiquement les performances au point de la qualifier de gagnante? Comment pouvait-il quitter l'écurie dont le chef dit des chevaliers que chacun d'eux lui donne satisfaction? L'on peut donc supputer que l'ancien ministre des Affaires étrangères avait espoir que les points de discorde existants entre lui et le chef de l'État vont tomber aux oubliettes. En effet, selon les confidences de Jeune Afrique relayées par Matin Libre, ça fait déjà un moment que le courant ne passait plus entre le président Patrice Talon et son ami d'enfance. Il y avait des désaccords entre le chef de l'État et son ancien ministre des Affaires étrangères quant à l'absence des résultats dans la mobilisation des ressources financières extérieures, mais aussi et surtout sur la réforme de la carte diplomatique. Cependant, quand le chef dit publiquement qu'il est fier d'une équipe à laquelle vous appartenez, déposer le tablier dans un tel contexte ne discrédite-t-il pas la parole du chef? Mieux, démissionner dans un tel contexte peut renvoyer le signal d'un malaise au sein de l'équipe. Mais l'acte qui devait le motiver à partir de lui-même est le réaménagement technique du 5 avril 2023 qui a détaché le volet coopération du portefeuille qu'il tenait. Déposer le tablier, non pas pour protester contre la décision du chef, non pas pour exprimer une frustration, mais pour montrer que sa place n'est plus dans une équipe dont le chef ne lui fait plus vraiment confiance dans une matière qui est pourtant sa spécialité. L'homme attendait peut-être un autre point de chute avant d'envisager une telle option. Car à la faveur de la désignation du représentant spécial chargé du bureau de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, l'on a appris qu'Aurélien Agbenonsi, alors ministre des Affaires étrangères du Bénin, avait candidaté sans succès pour ce poste, réagissant à un article écrit par le site d'information Kwapato Média et dans lequel l'échec du ministre avait été mentionné. Un proche d'Aurélien Agbenonsi avait dit que ce n'était pas un échec et a juré que ce dernier a plutôt décliné l'offre par patriotisme. Or, après son limogeage annoncé le 23 mai 2023 et confirmé le 6 juin 2023, tout semble indiquer qu'Aurélien Agbenonsi préparait avec tact un départ de son poste.
Comme de la coopération il était déjà déchargé, il pouvait logiquement craindre qu'on le décharge des affaires étrangères, ce que le chef de l'État a finalement fait en nommant Olusegun Ajani Bakari à ce poste. Désormais donc, la coopération et les affaires étrangères ne sont plus sous sa commande. Désormais donc, la coopération et les affaires étrangères ne sont plus sous sa commande. Et à Matin Libre de titrer, ce lundi 12 juin 2023, malgré les signes avant-coureurs, il s'est accroché jusqu'à la fin. En tête de cette page sportive, les nouvelles des Guépards du Bénin. Ils s'apprêtent à défier les Lions du Sénégal le 17 juin 2023. Le rassemblement des joueurs béninois dans le cadre de cette rencontre de la 5e journée des éliminatoires CAN 2023 a déjà débuté. Olivier Verdon a laissé entendre qu'il va tout donner. Le défenseur central du Bénin, après avoir conquis la Bulgarie, est prêt pour le devoir national. Il ne veut ménager aucun effort, à en croire son message posté sur ses réseaux sociaux ce vendredi 9 juin 2023. On enchaîne avec les performances de la reine des 800 mètres dans l'athlétisme. Noël Yarigo a réalisé ce vendredi le record national du Bénin et la meilleure performance française de l'année aux 800 mètres à la Diamond League de Paris. Et puis la victoire de Manchester City pour finir dans une finale de la Ligue des Champions passionnante. Manchester City a réussi à prendre le dessus sur l'Inter Milan, remportant ainsi le titre de champion d'Europe. Le match qui s'est déroulé le samedi 10 juin 2023 a été marqué par une performance exceptionnelle de l'équipe anglaise. L'équipe a décroché cette victoire grâce à un but décisif inscrit lors de la finale contre l'Inter Milan. Le seul but du match a été marqué à la 68e minute par le milieu vedette de Manchester City, Rodri, qui a ainsi scellé le destin de l'équipe italienne. La finale de la Ligue des Champions a été une bataille tactique intense entre Manchester City et l'Inter Milan. Les deux équipes ont démontré leur talent et leur détermination tout au long du match. L'Inter Milan, qui avait montré une forme impressionnante tout au long du tournoi, a lutté avec acharnement mais n'a pas réussi à trouver le chemin défilé malgré de très belles opportunités. Par ailleurs, cette victoire de Manchester City marque un moment de gloire pour l'équipe et son entraîneur. Après des années de travail acharné et d'investissement important dans l'équipe, ils sont enfin parvenus à atteindre le sommet du football européen.